Ouh là là, on n'est jamais seul dans nos têtes. Hein. Il y a un de ces peuples là-dedans. Bonjour, bonsoir les Héléniques, comment ça va-t-il? Hein? C'est Popette, votre artiste passeur préféré. Aujourd'hui, on va parler de... Il y a quoi dans l'inconscient, hein? Jung, il avait parlé du subconscient, du supraconscient, de tout ça. Pour moi, c'est dans l'expérience même, en fait, je n'arrivais pas à vraiment voir ce que ça représentait. Donc, je vais y mettre mes petits mots à moi. Hein. Ça sera ni le subconscient, ni le supraconscient, ni l'inconscient. Voilà. Pour moi, l'inconscient, c'est tout ce qui est inconscient. Voilà. Tout ce qu'on fait sans en avoir conscience. Derrière ça, c'est sûr, il y a tout un tas de trucs là-dedans. Et donc, je vais vous faire ma petite liste des choses que j'ai réussi à percevoir dans l'expérience. Vraiment. Dans l'expérience même. On y va? Vous êtes prêts? Zou! Première expérience. C'était une jeune dame qui avait 2 fils. Et le plus petit, en fait, je ne sais plus trop quel âge il avait, entre 5 et 7 ans en tout cas. Il était encore petit. C'est-à-dire que son inconscient était déjà mature. L'inconscient finit de se développer à l'âge de 6 ans. C'est le moment où on peut commencer en fait à établir la raison. Et du coup, je ne sais pas trop si vous voyez, mais c'est quand même les trucs les plus importants qui se développent les premiers. Hein. Notre inconscient, il est mature, il a terminé son développement à l'âge de 6 ans. Et donc aussi les histoires d'enfants intérieurs, tout ça, pour moi c'est vraiment tout notre inconscient qui est l'enfant intérieur. Voilà. Parce que justement, il termine de se développer à l'âge de 6 ans. Et donc la jeune dame qui avait 2 fils venait d'une famille où tous les maux de la terre y étaient. La guerre, les suicides, les meurtres, les incestes, les viols, tout ce que vous voulez. Et elle avait décidé que c'était avec elle que ça s'arrêtait. Donc elle n'en avait pas parlé à ses garçons, elle s'était dit qu'elle leur en parlerait plus tard, quand ils seront plus grands, mais que pour le moment, c'était pas tellement ce qu'il voulait leur transmettre. Et le petit s'était mis à faire des dessins super sanglants, super terrifiants. Et elle a tout de suite su en fait à quoi ça se référait. Elle lui en a parlé. Elle a parlé de tous les événements dans sa famille qui avaient eu lieu, en lui expliquant bien qu'elle avait décidé que ça s'arrêterait avec elle. Et à partir de ce moment-là, le gamin n'a plus jamais fait ce genre de dessin. Vous voyez, un enfant saisit absolument tout, même si vous ne lui dites rien. Il n'a juste pas les mots pour le dire. Mais il sait tout ce que vous lui cachez. Ça ne sert à rien de lui cacher quoi que ce soit. Mais alors, strictement à rien. Et même si c'est des choses qui sont aussi difficiles que des meurtres, des viols et des incestes, il y a nécessairement un moment où vous aurez à lui en parler parce que lui l'aura capté. Quand vous êtes énervé à cause du boulot, etc., et que vous venez devant vos gosses le soir,
en essayant de laisser le tout au pas de la porte. Bon, vous pouvez être sûr que les gamins derrière, ils vont bien vous énerver. Hein. Ça sert à rien de cacher quoi que ce soit. À qui que ce soit. En fait, l'inconscient ne connaît pas le mensonge. Voilà. Deuxième expérience, c'est la mienne. Je vais vous parler du moment où j'ai testé l'EFT Matrix Reimprinting. Pour ça, franchement, je vous conseille vivement de ne pas le faire tout seul. Moi, je l'ai fait tout seul et voilà. C'était un événement dont je n'avais pas de souvenir. C'était un événement qu'on m'avait raconté. La famille en parlait comme d'un événement marquant parce que ça racontait en fait mon caractère. Voilà. Ça disait que j'étais pas autoritarisable. En gros, j'ai résisté à l'autorité. Voilà. J'avais 2 ans et demi. Ma tante m'avait appris à dire un mot de travers, chapara au lieu de charap. Et ça veut dire chaussette, hein. C'est comme si elle m'avait appris à dire chautesse au lieu de chaussette. Voilà. Et moi, ça m'avait fait rigoler. Et du coup, papa, quand il est rentré le soir, je lui ai dit allez, chapara, chapara, chapara. Et il me dit non, c'est pas comme ça qu'on dit, on dit charapa. Mais oui, mais moi, c'est ça qui me faisait rigoler. Donc chapara, 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 chapara. Et il s'est mis en tête de me faire dire le mot correctement, sans en rigoler, sans percevoir en fait la blague. C'était complètement injuste parce qu'il s'est mis à être vraiment autoritariste. Hein. Il s'est dit, voilà, là il faut que je fasse quelque chose parce que c'est juste l'autorité qu'elle veut pas accepter, quoi. Et ça a duré de 8h jusqu'à minuit. J'ai tout fait, j'ai pleuré, j'ai pissé, j'ai vomi, j'ai tout fait, mais j'ai pas dit. Voilà. Et à un moment, à minuit, ma mère, elle fait bon, allez, time out. Elle me prend dans ses bras, elle m'emmène dormir. Et c'est ça en fait que je relie à mon premier souvenir. Mon premier souvenir, c'est juste une sensation de soulagement énorme au contact du cœur en fait de ma maman et l'odeur de son inarichi. Et c'était une sensation qui me soulageait à un point. Voilà. Et donc bon, c'était juste une petite anecdote comme ça qui a priori n'avait rien de tellement coton, quoi. Mais je me suis dit, bon allez, je vais essayer d'aller voir ce qui se passe pour mon enfant intérieur dans cet événement-là. Et parce que en même temps, je sentais bien que ça bloquait tout un tas de choses en moi, même si c'était considéré par la famille, hein, comme un petit truc rigolo, quoi, hein, voilà, une petite anecdote rigolote à raconter. Et je suis rentrée, donc j'ai fait l'EFT, hein, voilà. Je suis rentrée dans une hypnose assez profonde en fait. C'était la première fois où je m'auto-hypnotisais. Et je n'ai pas réussi à en sortir de cette auto-hypnose pendant 5 heures. Je suis restée là pendant 5 heures avec cette petite qui pleurait, qui pleurait, qui pleurait, qui ne voulait rien entendre, qui ne voulait pas non plus me laisser aller. Et derrière ça, quand j'ai enfin réussi à en sortir, j'ai pleuré pendant 3 jours
non-stop. Je vous raconte pas l'état physique quand on pleure comme ça beaucoup. Je vous raconte pas l'état physique dans lequel j'étais. Au bout de 3 jours de chialis. Waouh. Derrière ça, 3 jours plus tard, une amie m'appelle et je lui en parle comme ça rapidement hein, parce que de toute façon je pouvais pas en parler, je ne pouvais que chialer. Hein. Voilà, et donc je retenais mes larmes pendant que je lui parlais, je pouvais pas faire ça très longtemps. Et elle me dit bon d'accord, j'arrive. Et dès qu'elle a dit ça, en fait, je me suis mise aussi à papoter avec un gars sur internet, je me souviens même plus de qui c'est, voilà, c'est quelqu'un que j'ai jamais rencontré, mais c'est quelqu'un qui a fait office de papa. Tout comme mon amie là, elle a fait office de maman. Donc pendant l'heure et demie qu'il lui a fallu pour arriver jusqu'à chez moi, j'en ai discuté avec le copain. Et une fois qu'elle est arrivée, c'était bon, c'était réglé. Du coup, ça a été vraiment un moment où j'ai compris que notre enfant intérieur, c'est quelqu'un d'extrêmement puissant. Et que quand on prend conscience, en fait, des choses qui... parce que bon, quand même, là, mon père, il a simplement pas voulu accepter une blague, quoi. J'ai juste fait une blague, je savais très bien dire le mot. D'ailleurs, quand maman elle m'a ramenée dans le lit, je lui ai dit maman, tu as pas. Elle me dit oh, va falloir que tu ailles le dire quand même à ton papa. Du coup, je lui ai dit, et puis on est allé dormir, quoi. Et c'était juste injuste qu'il se comporte comme ça avec moi, autoritariste, voilà, juste pour avoir l'autorité. C'est quelque chose qu'on ne doit jamais, jamais, jamais faire avec un enfant. Il n'y a aucune raison, même avec un chien, il n'y a aucune raison de se montrer autoritaire, quoi. Babouchka, je l'ai défendue même contre les autoritaristes. Toujours. Et elle n'est pas moins sage, et quand je dis sage, c'est wisdom, à tous les niveaux, hein. Pas simplement sage, gentil, quoi. Sage, très très intelligente, très très intelligente, pleine de sagesse. Voilà. On ne doit jamais faire d'autoritarisme avec qui que ce soit, ça ne sert strictement à rien, c'est complètement injuste. Voilà. Déjà il y avait ça, et puis ensuite il y a eu le fait que ma maman, c'est quand même elle qui a mis fin au truc, hein, mais elle a attendu jusqu'à minuit, et pour une gamine de 2 ans et demi, de 8h jusqu'à minuit, c'est quelque chose de très 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 long, c'est une torture très très longue. Et c'est elle qui a mis fin, donc elle aurait pu y mettre fin bien plus tôt. Elle ne l'avait pas fait. Donc c'était une autorité autoritariste et une maman qui, de la part du papa, et une maman qui reste figée dans sa crainte justement de l'autorité. Et qui n'ose pas agir. Voilà. Alors bon, là, c'était juste une petite expérience, voilà, mais il y a des enfants qui ont vécu bien pire que ça. Et donc, je vous laisse imaginer les conséquences dans leur état adulte. Voilà. Si moi, ça m'avait fait cet effet-là, j'y allais pendant 3 jours. En prenant conscience de ce que j'étais, de ce que c'était pour moi à l'époque. Voilà.
Je vous laisse imaginer ce que ça a pu être pour les enfants qui se sont retrouvés battus, etc., etc. Troisième expérience. Ouh, elle va être longue celle-là. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 2 ans de ça, j'ai eu un crush pour un gars. Bon, moi les crushs ça va vite, hein. Vénus en bélier, ça y va. Les crushs. Et mais c'était un gars auquel je lui disais bonjour comme ça, mais on n'avait jamais parlé, etc. Et j'ai vu sur YouTube un truc du genre entrer en communication, une musique pour entrer en communication avec qui on veut, mais en particulier les amoureux. Donc j'ai mis la musique, je me suis endormie et j'en ai rêvé. J'ai rêvé de ce gars avec ses beaux cheveux longs là. Et il avait un costard tout blanc, pieds nus. Et je le voyais d'assez loin. Hein. Et il me disait juste non, ça va pas être possible. Tout gentiment. Hein. Et du coup, je me suis réveillée. J'ai éteint la musique et je me suis dit waouh. Quand même. Ce cas-là, spirituellement, ça doit être quelqu'un. Voilà. Et puis donc, voilà, fin du crush. Mais une communication non établie, mais quand même une communication réelle. Hein. Voilà, mais c'était juste dans un rêve. Et si, ouais. C'était, il y avait une sensation de réalité vraiment dans ce rêve. 4e expérience. Encore une, vous n'allez pas me croire. Les athées là. J'avais un truc comme 10 ou 11 ans. Et je rentrais de l'école, je traversais la route. Et je me souviens vraiment avoir vu la bagnole arriver. Je traversais la route, donc la bagnole est arrivée comme ça. La venir arriver vraiment sur moi. Et je me souviens juste de m'être repoussée contre la bagnole avec les pieds et les mains sur le côté de la bagnole, comme si quelqu'un m'avait pris en fait par le ventre et qui m'avait tiré en arrière. Et je suis tombée. Et la bagnole, elle est passée. Bon, j'ai eu un petit bleu aux fesses, mais c'était rien. Et il n'y avait personne en fait derrière, ni devant. Il y avait personne nulle part. Et je suis rentrée, j'ai raconté ça à mes parents. Et mon frère, il a direct dit ah ça c'est Papy Gabi qui t'a sauvé la vie. Papy Gabi, c'est notre grand-père maternel qu'on n'a jamais connu parce qu'il est mort avant notre naissance. Et pour moi, du coup, ça a toujours été Papy Gabi qui m'a sauvé la vie. Mais pour mes parents, voilà. 5e expérience. Encore une, vous allez vous dire, quelle imagination. Je vais vous dire un truc. L'imagination n'est pas du tout ce qu'on pense. On ne peut jamais imaginer quelque chose qui n'existe pas déjà. On peut juste faire des liens entre des choses pour en créer quelque chose de nouveau, mais ça a toujours une source quelque part. Hein. Et donc ça peut avoir l'air de quelque chose de nouveau, mais non, en fait. Donc l'imagination, on n'invente rien du tout. On n'invente rien du tout. On fait des liens, c'est tout ce qu'on fait avec l'imagination. Et donc,
en 2011. C'était en 2011. J'avais donc 35 ans. Je chialais ma mère. Mais je chialais ma mère. J'avais une de ces douleurs en moi terrifiantes. Ma famille m'avait complètement abandonnée en pensant que c'était moi qui l'avais abandonnée. Et ce jour-là, j'ai chialé tellement fort que j'ai vraiment sangloté. J'y suis allée, quoi. Voilà. Je me suis dit, bon là, ça va, il faut que tout sorte, quoi. J'en peux plus. Voilà. Et j'ai hurlé mon désespoir. Et là, il y a une mésange qui arrive par J'avais je sais pas trop comment ça s'appelle, ça comme une baie vitrée. C'était un petit studio, mais avec une baie vitrée qui donnait sur le balcon. Et du coup, j'avais ouvert cette baie. Et il y a une mésange qui est rentrée comme ça, pouf, et s'est mise là, comme ça, là, sur le dos du canapé que j'avais à l'époque. Moi j'étais assise comme ça, elle s'est mise là, et elle piaillait. Moi ça m'a calmé direct, mais direct. Je me dis, oh là, je sais pas ce que tu me racontes, mais d'accord, je suis d'accord avec tout. Tu me fais peur là. Et paf, elle sort exactement comme elle est rentrée. Aussi vite, aussi sec, sans même se cogner sur la baie vitrée. Pour moi, ça a été un moment tellement magique. Tellement magique. Alors après, je sais pas trop ce qu'elle me racontait. Si ça se trouve, elle disait juste, non mais tu fais chier là, il faut que t'arrêtes parce que t'en envoies des trucs là, ça va. Ou alors, c'était quelqu'un qui me l'envoyait. Et qui me disait, non mais t'inquiète, t'es pas toute seule. T'es pas toute seule. Voilà. Sixième et une dernière expérience. Encore un truc de ouf pour les athées. Ça a été un moment où je me suis retrouvée dehors en 2010. Mon gars m'avait jeté, carrément, sans rien. Deux tenues, et, la guitare et quelques bouquins que j'avais l'intention de lire aux gosses. Et il me dit, là tu pars, tu reviens plus. Et je partais en fait à pied jusqu'au Mont du 77 jusqu'au Mont Saint-Michel. J'avais 2 semaines pour y arriver. Je me suis dit, bon, ça devrait aller. Et la première journée, j'ai avancé. Au bout de 8 heures, je tombe sur un panneau. Je suis à 6 km de là où j'étais. Alors là, je me suis assise dans le champ. C'était en plein mois de juillet. Donc le ciel était bleu, mais bleu de partout. Je me suis assise dans le champ, je me suis mise à chialer ma race. Et c'était une époque où je commençais tout juste en fait je m'étais acheté un jeu de cartes, le jeu de l'archange Michael. Et je venais tout juste de faire ma première prière. Je ne me souviens plus exactement ce que c'était, mais en tout cas, ça devait être un truc pour me rendre un petit peu plus... pour me montrer la réalité, quoi. Voilà, de ce qui est. Et
Du coup, j'en ai appelé à l'archange Michael. Michael, comme je l'appelle. Parce que pour moi, en fait, c'est des personnes qui ont tout un tas d'humour, en fait, les anges aussi. Raphaël, Michael, tout ce monde-là. Voilà. Et j'en ai appelé à lui. Je lui ai dit, non mais vas-y, s'il te plaît, là, tu vois, c'est le moment où jamais de m'aider, quoi. S'il y a quelqu'un, s'il y a bien quelqu'un, allez-y, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et là, il y a un petit nuage qui commence à se former juste au-dessus de ma tête. Le ciel était tout bleu, mais juste un petit nuage. Au bout de 5 minutes, le nuage avait pris tout l'horizon, tout le ciel. 5 minutes, hein. Et il s'est mis à pleuvoir. Et je leur dis, bah d'accord, bah merci, franchement, merci quoi, là, vous m'aidez vachement. J'arrive sur la route, et dès que je suis arrivée sur la route, il y a une bagnole qui passe dans le sens du retour à la maison. Et je me dis, bah ouais, d'accord, non merci quoi. Direct derrière, il y a une autre bagnole qui passe. Alors oui, la première bagnole, elle s'arrête carrément, elle me dit, vous voulez que je vous emmène quelque part? Il pleut là beaucoup, voilà. Et je lui dis, non merci, vous n'allez pas dans le bon sens, voilà. Direct derrière, une autre bagnole qui passe, qui s'arrête, qui m'attend. Et le gars me demande, est-ce que vous voulez que je vous emmène? Et je lui dis, oui, d'accord. Et il m'emmène aussi loin qu'il peut. Une fois qu'il s'est arrêté, le ciel était à nouveau tout bleu. Et c'était bon. Voilà. Sur le coup, ça a été difficile en fait de vraiment saisir toute l'ampleur de cet événement. Mais juste derrière, en fait, c'est quand même facilement compréhensible. J'ai marché, j'ai tourné en rond, si vous voulez, pendant 8 heures. Et je n'ai fait que 6 kilomètres. Ça voulait bien dire que, en fait, je ne savais pas trop si je devais revenir ou si je devais partir. Et donc, la pluie, avec les deux, ça a vraiment été un moment magique, non? Tu veux rentrer ou tu veux y aller? Voilà. Au bout des 2 chemins, je pense que le soleil aurait été là à nouveau. Voilà pour les expériences. Il y a quoi dans nos inconscients du coup, hein? Numéro 1, il y a tout ce qu'on a vécu dans le moindre détail. Et dans le bien plus moindre détail que ce que nous on avait repéré en fait au moment même où l'événement s'est produit. Tout ce qu'on a vécu est dans nos inconscients, même ce qu'on a oublié. Et même parce que quand on oublie, en fait, c'est juste qu'on n'y pense pas, qu'on n'a plus l'intention dessus, mais si on y met l'intention, on retrouve en fait la mémoire. D'accord. Tout ce que d'autres vivent. Vous voyez, avec le petit gamin là qui a senti ce qui se passait dans sa famille et que sa maman voulait absolument lui cacher. On ne peut rien cacher à un inconscient, rien du tout. On ne peut pas mentir à un inconscient, il ne sait pas ce que c'est. Le mensonge, il ne sait pas ce que c'est, de toute façon. Et il le voit, en fait, la réalité, toujours, de ce qui se passe. Si vous avez un doute sur quelqu'un, eh ben, n'hésitez pas à demander à votre inconscient, il vous dira direct. Il vous mènera, en fait, à... je sais pas, vous allez tomber... par exemple,
Vous ne videz jamais les poches des gens avant de mettre un pantalon par exemple à laver. Hein. Mais là vous allez le faire, vous allez sortir un papier, oh, et puis bah, vous allez le déplier hein, carrément, parce que bon, je sais pas, vous aviez... Hein, et sans y prêter attention, hein, et vous allez tomber sur un petit mot doux de la part d'une nana avec un numéro. Alors bon, si vous êtes une nana comme moi et que vous aimez les gars, ça va quand même vous tritouiller un petit peu. Tritouiller. Ouais. Voilà. Vous allez de toute façon le savoir, hein, parce que l'inconscient va vous amener à l'information qu'il vous faut, d'une manière ou d'une autre. Il y a aussi tous vos programmes. Tous les programmes qu'on a établis dès l'enfance, hein, parce que bon, le premier programme qu'on établit, c'est le cœur qui bat. Hein. On n'a pas conscience de notre cœur qui bat tout le temps. Hein. Quand on marche, on n'a pas la conscience de marcher, de faire un pas derrière l'autre, de savoir quels sont les muscles qui entrent en jeu, etc. On n'en a pas conscience de tout ça. Hein. Il nous faut absolument des programmes qui vont fonctionner en automatique, pour qu'on puisse nous aussi fonctionner derrière. Mais il y a des programmes en fait qui nous ont été inculqués d'une manière qui n'est pas forcément bonne pour nous. Et d'ailleurs pour personne, pour certains programmes, voilà, mais qu'on nous inculque parce qu'on ne sait pas mieux faire. Voilà. Donc chacun de ces programmes est totalement accable. Hein. Voilà. Autrement dit, améliorable. Hein. Hacker, ça veut bien dire améliorer. Hein. Attention, je ne dis pas ça comme un gros mot là. Hein. Voilà. Donc, chacun de ces programmes, vous pouvez le reprogrammer derrière pour que ça fonctionne mieux pour vous. Hein. Comme moi, par exemple, j'ai fait avec le Matrix Reimprinting, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que je pouvais aussi être ma propre maman, mon propre papa. Je pouvais me trouver des mamans et des papas où je voulais, en fait, et faire en sorte que ça se passe mieux cette fois-là. Voilà. Et donc, les défenses, toutes les défenses qu'on érige par rapport à une blessure d'enfance, par exemple, une fois qu'on sait que maintenant on peut quand même mieux le gérer, parce qu'on est plus grand, parce qu'on a plus de savoir, parce qu'on a plus d'expérience, voilà, en fait les défenses elles tombent beaucoup plus facilement. Voilà. Il y a aussi des relations dans nos inconscients, des relations avec d'autres gens, mais aussi avec des animaux. C'est vraiment des relations, hein. C'est-à-dire que une expérience que je vous ai racontée dans la dernière vidéo, par exemple, sur les fringues là, qui ont déboulé de nulle part. Voilà, j'ai été en communication avec quelqu'un. Mon inconscient a été en communication avec l'inconscient de cette jeune fille qui m'a filé ses fringues, quoi. On a tout le temps des relations comme ça, et des fois même des relations qui sont assez longues. Voilà. On a aussi des relations avec des êtres qui sont sans doute bien plus conscients que nous, hein. Ils ont sans doute davantage de capacité de conscience. Mais allez donc savoir. Si ce n'est pas juste avec leur inconscient aussi qu'on communique. Ça, je ne sais trop rien parce que je ne les ai jamais vraiment rencontrés. Je n'ai eu, pour ma part, hein,
je n'ai vu que les effets de ces êtres-là. Alors, certains en ont conscience et certains les ont rencontrés. Ils les appellent les guides, les anges, les maîtres ascensionnés, les extraterrestres, les anciens, les esprits. Chacun y donne les mots qu'il souhaite, hein, on s'en fiche. Il y en a du monde là-dedans, dans cet univers magnifique, magique. Peut-être même des fées, des elfes, des trolls, des gnomes. Alors, et sans doute encore tout un tas de trucs que j'ai pas encore pu expérimenter, que je n'aurai jamais assez d'une vie pour expérimenter, ça c'est clair et net. Mais je sais pas, rendez-vous peut-être dans 50 ans. Je vous en dirai plus. Très belle journée, soirée à tous et à bientôt j'espère.